Bonjour. Aujourd'hui, il est question de revenir un peu sur l'exécution du contrat administratif. Relativement aux séances précédentes, on avait dégagé les règles d'identification du contrat administratif et qu'à ce propos, on avait distingué le contrat administratif des contrats de droit privé. Ça a été une occasion de dégager des critères, ou exposer, je préfère, les critères du législateur et en même temps les critères du juge. Et en parcourant ces critères, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine identité entre les critères dégagés par le juge français et le législateur sénégalais. Ce qui ne devrait en aucune manière nous étonner, pour la bonne et simple raison que le Code des obligations de l'administration, la principale source des contrats administratifs, a été rédigé par des techniciens français. On est en 1965. En 1965, donc les juristes ne couraient pas les rues. Donc après avoir exposé les critères d'identification du contrat administratif, on a mis l'accent ensuite sur les conditions de formation du contrat administratif. Et que l'idée principale à retenir en ce qui concerne les conditions de formation du contrat administratif, c'est qu'il y avait des contrats généraux qui s'appliquaient à l'ensemble de tous les contrats. Mais le contrat administratif avait une certaine particularité, une certaine originalité. Et que nous avions fait observer la particularité ou les conditions spécifiques du contrat administratif, comme le contrat de bail ou le contrat de travail. Il y a un certain nombre de règles qui leur sont propres. Ici également, nous avons le contrat administratif qui a ses règles qui lui sont propres. Donc maintenant, pour aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'exécution du contrat de travail. Comme la formation du contrat administratif, son exécution aussi révèle une certaine originalité par rapport aux principes fondamentaux du droit privé. Vous devez comprendre que nous sommes en présence d'un contrat. Et le contrat est la loi des parties. Il y a un adage qui dit on lie les bœufs par leurs cornes. Il y a même un autre qui dit par des cordes. Mais les hommes, on les lie par leurs paroles. Donc ici, nous avons un contrat. Il y a des engagements qui ont été souscrits de part et d'autre. Il faut naturellement que ces engagements soient exécutés. Donc, première chose à retenir relativement à l'exécution du contrat de travail, c'est que le contrat de travail est la loi des parties. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand bien même elle serait la loi des parties, le contrat administratif présenterait une certaine originalité par rapport au droit privé. Donc, pour la section 1, nous allons mettre l'accent sur le fait
que le contrat administratif est une loi particulière des parties. Quand nous disons que le contrat administratif est une loi particulière des parties, deux points doivent retenir notre attention. C'est que d'abord, il y a la force obligatoire du contrat et un effet relatif, comme les contrats de droit privé. Rappelez-vous de l'article 87 du COCC qui dispose, qui a son pendant en droit français, c'est l'article 1134, qui dispose que le contrat crée un lien irrévocable entre les parties. Quand je dis que le contrat crée un lien irrévocable entre les parties, ça veut dire que si l'administration a pris des engagements pour la réalisation d'un ouvrage ou pour la fourniture soit d'un service ou pour la production d'un bien, il faut que les engagements préalablement pris soient respectés. Ce n'est pas que vous êtes l'administration que vous pouvez permettre de prendre des engagements sans les respecter. Nous sommes dans un état de droit. Quand on est dans un état de droit, contrairement à l'état de police, l'état de droit postule l'idée selon laquelle les gouvernés que nous sommes, les gouvernants, se doivent de respecter les règles, sous peine d'être sanctionnés. Donc l'administration aussi, dans un état de droit, se doit de respecter le droit, c'est-à-dire de respecter la légalité. Et le respect de ces engagements n'est ni plus ni moins qu'une forme de respect de la légalité. Ce qui veut dire, nous y reviendrons après, lorsque l'administration, pour des raisons qui lui sont propres, ne juge pas utile de mettre ou de rendre effectifs les engagements auxquels elle avait souscrit, le co-contractant a la possibilité de saisir le juge pour se faire rétablir dans ses droits. Donc nous sommes dans un état de droit. C'est vrai, en tant qu'elle poursuit une mission de service public, parce que l'administration, je vous ai dit dès les premiers cours, que l'administration poursuivait une mission de service public. Elle a pour but la satisfaction de l'intérêt général. C'est pour ces raisons qu'on a jugé nécessaire de lui accorder, de lui concéder un certain nombre de privilèges. Mais ces privilèges ne doivent pas être considérés comme des pouvoirs arbitraires. Ces privilèges sont des privilèges qui sont encadrés. Effectivement, dans la formation du contrat de travail, je vous avais dit que l'administration, contrairement au contrat conclu de particulier à particulier, où les parties sont à égale dignité, ici, l'administration a une position différente de l'autre partie. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'autre partie est là pour la recette d'un profit, pour la recette d'un intérêt individuel, alors que l'administration vise la satisfaction de l'intérêt général. De ce point de vue, il est tout à fait logique, voire normal, bien que nous sommes en droit, le terme normal me dérange, mais il faut comprendre, puisque l'administration est là pour la satisfaction de l'intérêt de tous, qu'elle bénéficie d'un certain nombre de privilèges. Pour autant, ces privilèges ne sont pas des pouvoirs arbitraires, encadrés qu'ils sont. Donc, nous allons d'abord voir la force obligatoire du contrat, et pour le deuxième point, c'est l'effet relatif du contrat. Donc, ce que vous devez comprendre
le principe de la force obligatoire du contrat signifie que les parties au contrat régulièrement formées sont tenues d'exécuter leur engagement jusqu'à leur terme. Aucune partie, aussi bien l'administration que la partie ou le co-contractant, ne peut modifier ni rompre un contrat de façon unilatérale au risque de voir sa responsabilité engagée. Donc, contrairement à cette idée qui consiste à croire à tort que l'administration peut se permettre de modifier ou de résilier le contrat à sa guise, cette idée n'est pas du tout fondée. Donc, tant l'administration que la partie contractante, toutes ces parties ont la possibilité, ce n'est pas une possibilité, c'est un devoir pour elles, je veux dire les parties, le corps contractant et l'administration, se doivent de respecter les engagements pris pour peu que le contrat soit régulièrement formé. Il en découle donc la conséquence qu'il faut en tirer, c'est que le co-contractant de l'administration ne peut se dégager de ses obligations ou invoquer des circonstances défavorables pour réclamer une modification du contrat à son profit. Et cela a été rappelé dans une décision du Conseil d'État en date du 8 février 1918, Société d'éclairage de Poissy, d'accord, mais que cette règle est également opposable à l'administration. Autant donc, vous voyez ce que je viens de dire, autant donc l'administration, le co-contractant de l'administration ne peut se dégager de ses obligations, autant l'administration, dans l'arrêt Bonger, B-O-N-G-E-R, rendu par le Conseil d'État français le 26 juillet 1947, il a été décidé que l'insuffisance des ressources du maître de l'ouvrage pour faire face aux obligations du marché ne constitue pas un cas de force majeure. Donc ce n'est pas tout simplement qu'en un certain moment, c'est-à-dire qu'en cours d'exécution du contrat, que les moyens fassent défaut, sur la base justement de la rareté ou de l'indisponibilité des moyens, qu'on se soustrait à ses responsabilités. L'indisponibilité des moyens financiers ne saurait constituer un cas de force majeure. Donc, toujours, relativement à la force obligatoire du contrat, c'est que l'article 92 du Code des obligations de l'administration permet de demander la résiliation du contrat si la force majeure rend définitivement impossible l'exécution du contrat. Donc c'est une même règle, c'est une règle que nous retrouvons dans les contrats de droit privé, dans les contrats conclus de particulier à particulier. Si l'effet obligatoire, donc, signifie que l'administration et son co-contractant doivent exécuter les obligations découlant de leur contrat, sous réserve des cas de force majeure, la question qui se pose est alors de savoir comment s'exécutent ces obligations. Pour les obligations de l'administration, il faut lire l'article 58 du COA qui prévoit que l'administration doit exécuter ses engagements contractuels de façon correcte, intégrale, dans le délai prévu et de bonne foi. C'est l'article 58 et l'article 59. Donc il faut une exécution correcte. Et que non seulement l'exécution doit être correcte, mais il faut aussi que l'administration fasse preuve de bonne foi. Pratiquement, cette notion de bonne foi est une notion morale que nous retrouvons dans l'article 1334 du Code civil français, où il est exigé des parties l'exécution loyale et de bonne foi des engagements pris par elles. Enfin, l'exécution doit être personnelle. L'exécution doit être personnelle
Quand je dis que l'exécution doit être personnelle, ça veut dire que tout simplement, en principe, c'est un contrat conclu intuitif personnel. L'administration a conclu un contrat avec le co-contractant en raison de sa technicité, parce que tout simplement, on considère que le co-contractant est assez outillé pour réaliser justement l'ouvrage. D'accord? Donc ici aussi, il faut rappeler que l'administration comme le co-contractant doivent respecter leurs obligations. D'accord? Maintenant, pour les obligations du co-contractant, nous avons dit donc que l'obligation de l'administration, il faut une exécution correcte, de bonne foi, intégrale, et l'administration doit respecter les délais prévus. Pardon. Maintenant, pour les obligations du co-contractant, elles trouvent leur siège dans les articles 661 et suivants. Le co-contractant, ça veut dire que l'autre partie se doit de respecter les cahiers de charges. D'accord? Il y a des cahiers de charges, rappelez-vous des conditions de formation du contrat administratif. Et je vous avais dit qu'il y avait une particularité relativement à la formation du contrat administratif, en ce que l'administration se devait de rédiger un cahier, donc ce qui fait que donc, c'est comme qui dirait que le contrat administratif est un contrat d'adhésion, parce que l'autre co-contractant n'a pas une certaine marge de manœuvre. Dans le cadre d'un contrat de particulier à particulier, les discussions sont des discussions de gré à gré. Quand je dis discussion de gré à gré, ça veut dire que tout simplement, chacun a la liberté de voir où se situe son intérêt. Et maintenant, les discussions jailliront en principe justement les termes et les clauses du contrat. Mais dans le cadre du contrat administratif, c'est l'administration qui est là, qui impose sa volonté à l'autre partie. L'autre partie, soit a la possibilité d'adhérer aux clauses fixées dans le cahier de charges, ou bien justement de ne pas du tout accepter. Donc vous voyez que donc il y a une certaine marge de manœuvre relativement justement à la liberté du co-contractant dans le cadre de la formation du contrat administratif. Mais en tout cas de cause, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une fois que le contrat est signé, le co-contractant se doit de respecter les clauses du cahier des charges. Ensuite, le co-contractant, je l'ai dit tantôt, le co-contractant doit exécuter personnellement le contrat. S'il en est ainsi, c'est parce que tout simplement, il a été recruté sur la base d'une certaine technicité. D'accord? Donc, il ne peut en aucune manière demander à ce qu'une autre partie puisse justement mettre en œuvre ou exécuter les engagements qu'il aurait pris. Je vous dis ici le co-contractant. Mais cependant, il y a possibilité que l'administration l'autorise à céder ou à sous-traiter le marché. D'accord? Il est bien possible qu'il y ait une certaine autorisation de l'administration, laquelle autorisation permettant au co-contractant de céder le contrat ou justement de sous-traiter le marché. Il est bien possible. Donc ça, c'est une exception, pas une exception, mais une atténuation du principe de l'exécution personnelle du contrat administratif. Donc, relativement à la relativité des contrats administratifs, ici aussi, pratiquement, ce que vous devez comprendre, c'est que le contrat administratif ne doit nuire ni aux tiers, encore moins leur profiter. D'accord? Cela a été rappelé par le Conseil d'État en date du 7 octobre 1987, Société des casinos du Touquet, il leur est seulement opposable. Or, les contrats administratifs peuvent contenir des clauses dites réglementaires. Conclusion de Bonichot dans un arrêt du Conseil d'État rendu le 25 juillet 1986.
Donc ces clauses ont vocation à atteindre directement, au-delà du contrat, les administrés auxquels elles s'adressent. Le principe, comme dans le cadre de la relativité des contrats de particulier à particulier, le contrat ne doit pas nuire au tiers. Quand je dis que le contrat ne doit pas nuire au tiers, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'administration ne peut pas engager la responsabilité de parties qui sont tiers au contrat. L'administration ne peut pas exiger de M. Konaté le respect d'un certain nombre d'engagements que M. Konaté n'aurait pas pris. L'administration ne peut imposer le respect des obligations qu'à la partie contractante. D'accord? Moi aussi, qui suis étranger au contrat, je ne peux pas en profiter pour la bonne et simple raison parce que je n'ai pas pris d'engagement. Seules les parties au contrat peuvent en tirer profit ou bien tout simplement, seul le contrat peut leur nuire. Excusez-moi, je suis un peu malade, mais ce n'est pas le corona, rassurez-vous. Donc, dans la pratique, il s'agit donc parfois de clauses qui sont insérées dans le contrat, qui peuvent viser des tiers. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un contrat qui est conclu entre une collectivité locale, considérée comme une personne morale de droit public, et un co-contractant, à charge pour le co-contractant de procéder au ramassage des ordures. Maintenant, dans le dit contrat, il peut exister un certain nombre de clauses invitant les administrés, justement, d'acheter des poubelles et de mettre ces poubelles devant leur porte. À défaut, ils peuvent ne pas voir, justement, leur poubelle ou leur ordure, par exemple, ramassée. Donc, vous voyez, donc ici, c'est un contrat administratif conclu entre l'administration et un co-contractant, une société ou une entreprise de ramassage, mais les tiers qui sont les administrés sont concernés par le contrat. Pourquoi concernés par le contrat? Parce qu'il y a des clauses qui exigent de ces tiers le respect d'un certain nombre, justement, d'obligations. À défaut, justement, ils peuvent ne pas bénéficier, justement, des avantages du contrat. Donc, vous voyez, donc là, ce que vous devez retenir, comme dans le cas de contrat de particulier à particulier, le contrat ne doit en aucune manière profiter au tiers, mais il peut arriver justement, que le contrat, en raison d'un certain nombre de clauses, justement, puisse concerner les administrés que nous sommes. Voilà donc ce qu'il y avait dit de comprendre relativement à la force obligatoire du contrat et à l'effet relatif du contrat administratif. Je vous remercie de votre attention.